On va rester quand même un peu dans le sujet. Vous allez voir, c'est un sujet de transition entre l'agriculture et la mode. Parce que nous allons parler dans une seconde, je vous laisse vous réinstaller. Nous allons parler de l'eau. Nous sommes en train de passer les 1000 tickets scannés. Donc bravo à vous et merci à vous pour cette belle et grande journée. Yes, merci. C'est pas facile à faire. Mais c'est réjouissant et enthousiasmant de vous voir si nombreux. Et souvenez-vous du message de Jacques Rougerie. Souriez-vous quand vous vous croisez dans les allées. Hein, c'était son rêve, en nous rappelant son enfance en Afrique, où il disait, mais tous les enfants que je voyais, pourtant dans des conditions difficiles, ils avaient toujours le sourire sur le visage et dans les yeux. Alors, nous allons parler de l'eau avec une économiste. Ça alors, avec Esther Crozet-Delbourg, qui ne peut pas nous rejoindre sur scène, parce qu'il y a eu des petits soucis de train, si vous avez remarqué, depuis hier. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va être avec nous à distance, en visio, et vous allez être probablement assez surpris. D'abord parce qu'elle parle de l'eau d'une manière originale, et donc et aussi ultra pertinente, et parce qu'elle va vous expliquer toute cette eau qu'on ne voit pas et qu'on ne compte pas. Donc, merci infiniment Esther d'être avec nous. J'ai l'impression d'être sur le JT d'une grande chaîne, à te voir arriver comme ça en duplex. C'est magnifique. Je sais que tu as essayé, tu as mis toute l'énergie possible pour essayer d'attraper un transport pour venir nous rejoindre. Mais merci aussi de t'être organisé pour pouvoir nous livrer ton analyse de ce capital vivant et économique essentiel qui s'appelle l'eau. Donc, je te passe la scène à distance. Et je te rappelle que tu es entre l'agriculture et la mode, parce que ici même à midi 20, midi 17, 18, vous allez assister à un défilé de mode bio-inspiré. Donc en matière d'agriculture ou de fabrication de matériaux divers et variés, l'eau est un actif, comme tu vas nous le rappeler. Merci Esther. Merci beaucoup Alain. Effectivement, triste de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais du coup, je me suis permis quelques libertés que vous verrez après que j'aurais peut-être pas pu faire sur place. Donc, allons-y. Tu m'as bien rappelé que j'avais effectivement entre 16 et 17 minutes. Écoutez, enchantée d'être avec vous. Je suis économiste de l'eau. Concrètement, alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'étudie et j'analyse les sujets de l'eau à travers tous les outils économiques dont on dispose. Et je fais ça depuis 15 ans quand j'ai commencé ma thèse sur les sujets de l'eau avec un chiffre en main qui est absolument extraordinaire et qui devrait être sur le premier slide qui va arriver, qui est que dans l'eau, que dans le monde, 90% de l'eau qu'on utilise, elle ne nous sert pas à nous laver les dents, à tirer la chasse d'eau ou à cuisiner, mais cette eau-là, elle nous sert à produire des biens économiques. Donc en gros, majoritairement de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie. En gros, sans eau, il n'y a rien, il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de nourriture évidemment, il n'y a pas l'ensemble des matières premières qui constituent tout ce qu'on utilise tous les jours. Bon, du coup aujourd'hui, bah, l'eau est la ressource, et je parle bien de ressource, la plus échangée dans le monde en termes de volume, mais c'est la dernière en termes de valeur. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, l'eau n'a pas de prix aujourd'hui. Alors évidemment, on paye l'eau, on paye surtout le prix des infrastructures qui nous permettent d'aller la chercher, de l'assainir, de la traiter, etc. Mais en soi, un litre d'eau qui est pris dans une région sèche du monde a à peu près le même prix qu'un litre d'eau qui vient d'une région abondante. Or, on l'a compris, ils n'ont pas la même valeur. Et donc c'est là tout le problème. Bref, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma thèse sur ces sujets, moi j'étais persuadée d'avoir la bombe du siècle entre les mains avec ce chiffre-là. D'ailleurs, la crise de l'eau était déjà présente dans beaucoup de pays qui produisent nos matières premières. Ça brûlait déjà en Californie, on avait des problèmes d'inondation en Inde, il y avait beaucoup de problèmes de sécheresse des sols au Mexique, au Pérou, au Kenya. Bref, c'était important, donc ça paraissait évident. Et j'ai consulté à l'époque des entreprises de l'agroalimentaire, des banques, des hôtels, et tout ça pour m'entendre dire à l'époque, bah, la crise de l'eau, c'est un truc de pays en voie de développement. Bon, c'était il y a 15 ans, et finalement, à l'échelle d'un siècle, c'est pas si long, mais quand on est jeune, enfin quand on était jeune, et quand on a envie de s'y mettre, et ben, c'est une éternité.
Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la crise de l'eau, c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Et donc, pour les 15 prochaines minutes, je vais vous révéler en fait les secrets de l'économie de l'eau et comment l'économie, contre toute attente, en fait, pourrait sauver nos ressources. Alors attention, hein, il ne s'agit pas ici de financiariser l'eau. Il ne s'agit pas non plus de lui donner un prix que seul le plus riche pourrait se permettre. Il ne s'agit pas de la couper aux agriculteurs ni aux industriels. Il s'agit bien de la partager. En fait, la chance qu'on a dans le monde et en France, c'est qu'en vrai, on a suffisamment d'eau pour faire tout ce qu'on veut, pour nous nourrir, pour produire, pour manger. Euh, et donc, on ne demande même pas finalement de changer de paradigme. Il y a largement assez pour faire tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faut simplement bien la gérer, presque comme le pétrole ou le gaz. Évidemment, je provoque. Le pétrole, ce n'est pas l'eau, l'eau, ce n'est pas le pétrole. Mais en fait, on a tellement tardé à la regarder comme un enjeu économique que finalement, on s'est privé de tous les outils pour la compter, pour la gouverner et donc, in fine, pour la préserver et pour la protéger. Message important, c'est pas grave de consommer de l'eau. On est habitué au carbone, on se dit qu'il faut absolument baisser notre empreinte, mais le but d'une empreinte, il faut d'abord la regarder et la comprendre avant de se demander comment est-ce qu'on va la baisser ou l'optimiser. Sans eau, de toute façon, il n'y a pas d'économie, donc on est obligé d'en utiliser. Mais ce qu'il faut, au final, c'est consommer la bonne eau au bon endroit, au bon moment et pour le bon usage. Alors d'abord, combien est-ce qu'on consomme d'eau dans le monde? Je veux bien qu'on passe au deuxième slide si vous le voyez. Donc 90%, c'est de l'eau pour l'économie et 10% c'est pour nous. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors nous, en France, on en consomme environ 150 litres par jour et par personne. Bon, si j'étais là, j'aurais fait le petit test. A priori, je pense que vous connaissez tous ce chiffre. Et donc, sans mauvais jeu de mots, en fait, ce qu'on consomme, nous, à la maison, c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble de l'eau invisible, cette eau virtuelle qui est dans l'ensemble des choses qu'on mange, qu'on porte, etc. Alors moi, je mange de la viande, je bois du vin, on en parlera après. Donc moi, je mange entre 4000 et 8000 litres d'eau par jour, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, on porte, et vous allez en parler après, on porte, et je porte, et vous portez, entre 4000 et 10 000 litres d'eau à travers nos habits. D'ailleurs, moi, ma chemise, elle est faite de coton qui a probablement été irriguée alors, entre le Bangladesh, l'Inde et l'Ouzbékistan, avec de l'eau qui était probablement déjà polluée dont bah, finalement le traitement du textile a davantage pollué encore les eaux qui vont venir impacter les communautés locales. Donc, ça c'est dramatique, bref, passons. Mais c'est un problème, c'est un enjeu très important qui est qu'en fait 80% des eaux qu'on utilise pour l'agriculture et pour l'industrie dans le monde sont rejetées sans être traitées. Le problème de la pollution, il est mondialisé. Si on reprend le détail de notre consommation à la maison, sur les 150 litres, eh ben, celui qui occupe la première place, c'est la douche. Une douche, c'est entre 10 à 20 litres d'eau par minute en fonction de la vétusté de votre pommeau. Donc, si vous réduisez votre douche d'une minute, bah, vous avez économisé 15 litres. Et sur vos 150 que vous consommez tous les jours, bah, 15 litres, c'est déjà 10%. Ça tombe bien parce que le plan eau du gouvernement sorti en 2023 demande aux Français de réduire leur consommation d'eau de 10% d'ici 2030. Donc vous l'avez vu, on l'a fait hop, assez rapidement sans toucher à notre confort. Alors mes étudiants à HEC, eux, ils prennent des douches de 12 minutes. Incroyable, je ne sais pas ce qu'ils font, mais rien qu'avec eux, typiquement, on sauve l'Île-de-France, quoi. Donc ça va très vite. Intéressant de savoir que notre consommation d'eau n'est pas la même partout. En France, c'est une moyenne de 150 litres, mais si on part aux États-Unis, on est plutôt à 400 litres par jour et par personne. Si on va en Inde, on tombe sous les 100 litres d'eau par jour par personne en moyenne. Et si on va à Riyad, une ville qui est à 100% alimentée par de l'eau désalinisée, et ben là, on passe au-dessus des 500 litres par jour et par personne. Donc notre rapport en fait à l'eau potable, au réseau, n'est pas du tout le même. Et il est important à savoir, et d'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas combien ils consomment, ni combien ils payent. Si on passe à l'eau invisible, alors là, je veux bien que vous passiez à mon slide sur le burger et le pastis. Alors, la nourriture, en fait, c'est, on l'a vu, entre 3000 et 6000 litres d'eau, ça change vraiment en fonction de ce que vous aimez manger. Pour le pastis, alors là, j'ai adapté parce qu'on est à Marseille, en général, je mets du vin, mais le pastis, c'est intéressant parce que c'est 8 centilitres d'eau, certes, mais ensuite, c'est 2 centilitres d'alcool, donc le pastis, qui vient a priori de grains, alors ça peut être du blé ou de la betterave, qui elle-même a été irriguée, alors partiellement avec de l'eau du réseau et avec de l'eau de pluie, plus on va l'aromatiser après au fenouil ou à l'anis. Bon, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, c'est 60 litres d'eau pour un verre de pastis. Encore une fois, c'est pas grave, simplement c'est intéressant de se rendre compte que bah, sans eau, il n'y a rien de tout ça. Et le vin, je vous le donne quand même si je ne l'ai pas mis, c'est à peu près 120 litres d'eau pour un verre de vin. C'est un peu moins en France parce qu'on n'a pas le droit d'irriguer, donc nos vignes sont davantage assoiffées, par exemple, que les vignes californiennes ou espagnoles, on a le droit d'irriguer. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est que l'eau, eh ben, c'est un enjeu mondialisé.
parce qu'on a besoin de tout pour produire de l'eau, et puis c'est un enjeu de sécurité nationale. En fait, la France consomme de l'eau du monde entier tous les jours, et le monde entier consomme un peu d'eau de la France tous les jours. Et on n'y échappe pas, même en faisant attention. En fait, chaque jour, nous mangeons l'eau qui provient d'a priori d'à peu près 10 pays différents dans le monde. Et en fait, on n'y échappe pas, ça commence dès le matin avec le café, qui lui va venir du Kenya, du Pérou, du Brésil, avec le thé, le chocolat. Le blé de votre petit déjeuner pour le pain, il est à peu près a priori français. Mais quand on continue tout le reste de la journée, extrêmement difficile de se défaire de l'eau des autres pays, et notamment une sauce tomate qui vient d'un supermarché, elle-même contient 5 pays différents entre la tomate, le sel, le poivre, les capres, les anchois peut-être, les olives et puis tous les oléagineux qui vont avec. C'est un cauchemar d'un point de vue transparence et vous comprenez que maintenant on va parler effectivement de l'empreinte eau et à quel point c'est difficile finalement de savoir d'où viennent les ingrédients. Mais l'eau n'est pas seulement locale, l'eau est donc bien une ressource mondiale. Pour se rendre compte de tout ça, du phénomène, il faut le mesurer. Et on sait faire. Mais on n'est pas tous d'accord sur comment on peut faire. Mais on sait calculer l'eau. Le problème, c'est que l'empreinte eau aussi, elle fait peur. Et donc, on a du mal à l'interpréter. Typiquement, si je prends la viande, bon, bah, c'est une grosse empreinte, hein, on l'a vu sur le burger. Ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart du bœuf français et européen, c'est 90% d'eau verte. Donc, c'est en fait 90% d'eau de pluie qui a fait pousser le pâturage que la plupart des vaches françaises vont brouter. Bon, ça raconte une double histoire. Ça veut dire qu'en gros, il y a une empreinte qui, elle, peut faire peur, mais derrière, il y a mais quel type d'eau on parle? Et puis, est-ce que cette eau est à risque ou pas? C'est pas la même chose que le carbone. En fait, le carbone, on ne peut pas distinguer quelque part le bon carbone du mauvais carbone. Bon, bah, sur l'eau, il y a la bonne eau et la mauvaise eau. Et c'est pas non plus la même chose pour ce fameux bœuf français que le certain bœuf chinois ou par exemple le bœuf de Kobe, qui est très bon pour les amateurs de bœuf, mais qui mange uniquement de la luzerne, elle-même irriguée en Californie 100% avec de l'eau du réseau potable. Donc là, vous imaginez effectivement pour le bœuf de Kobe le double impact CO2 et le double impact eau pour le nourrir. Bon, donc en gros, l'empreinte eau, oui, il faut la comprendre, c'est un chiffre, mais il faut regarder derrière quel type d'eau et est-ce que cette eau est à risque. Et alors pourquoi est-ce que la viande, ça fâche, si on rentre sur le sujet de l'empreinte? C'est qu'en fait, souvent sur la viande, on va entendre deux chiffres. On va entendre que 1 kg de bœuf, c'est 16 millilitres d'eau, et à côté, on va entendre que c'est 190. Bon, entre le 190 et le 16 millilitres, il y a quand même un sujet. Mais en fait, on dit exactement la même chose. C'est quoi la différence? Ben, il y en a deux fondamentales. La première, c'est le scope. Dans un cas, le 190 litres par kilo, en fait, on parle que du scope 1. Or, évidemment, le 16 millilitres d'eau, lui, il va prendre en compte le scope 3 amont, c'est-à-dire toute l'eau nécessaire pour faire pousser notamment la nourriture. La deuxième différence, c'est le type d'eau. Dans un cas, on ne regarde que l'eau du réseau, les 190 litres d'eau par kilo, et dans l'autre, on va regarder l'eau de pluie. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un gros sujet important aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut compter cette eau de pluie ou pas, parce elle va venir en fait gonfler l'empreinte eau, et ça, on n'a pas envie, ça fait toujours peur. Sauf qu'en fait, rappelons-nous pourquoi est-ce qu'on calcule. On ne calcule pas pour faire plaisir ou pour faire beau. On calcule non pas pour pointer du doigt l'utilisation, mais on calcule pour pouvoir justement la calibrer. La France a perdu entre 5 et 15% de ses pluies dans certaines régions de France, et ça, pour pouvoir anticiper, il faut compter, parce que sinon on ne va jamais pouvoir s'adapter. Peut-être que cette eau de pluie qui n'existe plus, il va falloir la remplacer par de l'irrigation, ou alors il va falloir apprendre nos agriculteurs à faire sans. Et donc au final, on va compter non pas pour pénaliser, mais on va compter pour anticiper, pour aider, pour allouer, pour mieux pouvoir investir. Si on compte pas, on n'a rien. On est dans le flou total. Et aujourd'hui, c'est un flou total qui n'aide pas en fait les ressources en eau. J'ai parlé d'investissement. Ça tombe bien, je suis économiste, donc on va revenir au sujet qui m'intéresse, à savoir les euros, et on va parler de prix de l'eau. Dans cette histoire, le prix de l'eau, il est critique. Et pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, il ne sert à rien. Aujourd'hui, le prix de l'eau, il n'est pas assez cher. Heureusement, il est peu cher. Mais il est tellement peu cher qu'en fait, personne ne bouge. D'ailleurs, combien de personnes savent ici combien elles payent l'eau à la maison? Combien d'agriculteurs savent combien ils la payent? Combien d'industriels savent combien ils la payent? Souvent, alors en maison, on sait parce qu'on a une facture, mais dans un immeuble, typiquement en agglomération, c'est impossible. Du coup, on va se permettre ce que j'aurais peut-être pas pu faire sur scène, on va faire un petit jeu, le jeu du juste prix. Je vais m'installer et vous allez voir ce que je vais vous concocter. Je me permets un petit changement d'écran. Vous voyez chez moi. Alors, normalement, vous voyez bien. On va jouer à un petit jeu du prix. On va commencer par deux objets, de l'eau minérale et de l'eau du robinet ici. Alors, d'abord, on va commencer par quantifier ces deux objets. Donc, on va dire que, pour que ça marche, j'ai 12 centilitres d'eau minérale ici et j'ai
Pareil, un verre de 12 centilitres ici. Bon, ça, je vous montre ici. Je les mets de côté parce que d'un point de vue logistique, c'est pas forcément simple. Et maintenant, j'ai ici deux autres choses. J'ai un sandwich. Comment est-ce que j'ai qualifié la quantité d'eau qu'il y avait dans ce sandwich? Eh ben, avec la méthode qui consiste notamment à regarder l'empreinte de l'eau verte, etc. Et donc, dedans, dans mon sandwich, j'ai mon sandwich triangle avec du jambon, c'est de la viande de porc et pas de la viande de bœuf et du fromage. J'ai 400 litres. Je le pose là. Et ensuite, dans mon verre de vin, j'ai à peu près 100 litres. Bon, c'est pas aussi propre que ce que j'aurais aimé, mais c'est visible. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de quantifier combien tout ça nous a coûté en eau. Alors, je recommence par l'eau ici. L'eau minérale, je l'ai acheté 3,50 € le litre. Ramené à mes 12 centilitres, ça fait que, en gros, ces 12 centilitres d'eau m'ont coûté 42 centimes. L'eau du robinet, c'est de l'eau de Paris où ça coûte à peu près 4 euros du mètre cube. Donc, elle m'a coûté 0,05 euros. Intéressant ici, pourquoi est-ce qu'on le montre? C'est pour rappeler qu'en fait, effectivement, l'eau minérale, c'est un bien de luxe par rapport à l'eau du robinet. Si je fais des comparaisons, c'est comme une Ferrari versus une Clio. Encore une fois, moi j'en bois. Je pense que de toutes les façons, il faut que tout le monde boive ces 2 litres d'eau par jour par personne. Donc buvez ce que vous voulez. Mais c'est intéressant de comprendre la différence de prix. Je passe ensuite à mon sandwich et à mon verre de vin. Alors, vous avez compris, hein, j'ai dû simplifier les calculs pour l'exercice. Mais donc, pour le sandwich, j'imagine qu'une grande partie a été irriguée avec de l'eau de pluie et que seulement 10% a été irriguée avec de l'eau bleue. Et donc, seulement l'eau bleue a été payée à peu près à 10 centimes du mètre cube. Ça fait que si j'ai payé mon sandwich 4 euros, à l'intérieur de ça, l'équivalent du coût eau pour le producteur, ça a été 0,04 euros. Pour la partie du verre de vin, j'ai pris une bouteille à 20 euros, quand même. Ça veut dire que pour un verre de 12 centilitres, j'en ai à peu près pour 3,20 €. Et donc, à l'intérieur de ça, si j'estime que seulement 5% pour le traitement du vin, la vinification, etc., vient de l'eau qu'on a payée, 5%, 200 litres pour les 12 centilitres, ça fait 0,00006 euros. Voilà. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut réellement en conclure? En gros, on a vu qu'on a des différences de prix qui sont absolument fondamentales. Et il y a un casse-tête parce qu'en fait, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est traçable. Est-ce que le prix de l'eau a été ou non compté dedans? Bah, en vrai, on n'en sait rien. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, aucun de ces produits ici ne reflète réellement la vraie valeur de l'eau. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est pas le prix, mais c'est l'absence de l'eau. Parce que si on n'avait pas ces 0,04 euros, si on n'avait pas ces 0,00006 euros, on n'aurait pas de vin, on n'aurait pas de sandwich. À la limite, je prends une boutade, la seule chose qui aujourd'hui rend réellement hommage au prix de l'eau, c'est l'eau minérale, parce qu'elle coûte en fait réellement cher. Et donc c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, c'est à quoi va nous servir le prix de l'eau et comment est-ce qu'elle peut être dignement représentée. Pour conclure, je vous donne les 5 idées reçues qu'il nous faut aujourd'hui appréhender pour rattraper notre retard sur l'eau. Le premier, on l'a dit, c'est l'idée que l'eau est une ressource illimitée. Dans les pays riches, on a toujours cru qu'on en avait suffisamment pour continuer. Or, aujourd'hui, on a des problèmes et donc nous sommes aussi touchés, mais on a pris du retard. Deuxième idée, c'est l'idée que l'eau est uniquement un bien commun ou un droit qui relève du droit humain. Oui, l'ONU l'a reconnu comme un droit humain, mais c'est aussi un bien économique et tant qu'on ne l'aura pas reconnu en tant que tel, on n'aura pas les outils pour la compter, pour la louer, pour la gouverner, pour la sanctionner. Troisième idée reçue, l'eau est locale. Évidemment, on a vu qu'elle était locale, mais elle était mondialisée. Alors déjà à travers le cycle de l'eau qui, lui, traverse les frontières et qui aujourd'hui fait que des phénomènes qui se passent en Amérique du Sud ou en Centrafrique vont venir impacter notre cycle de l'eau, mais elle est locale à travers tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on mange, et puis évidemment nos vêtements, etc. Quatrième idée reçue, on ne sait pas compter. Bah si, en fait, on sait compter l'eau, mais il nous faut un consensus. Parce qu'en fait, finalement, peu importe comment on compte, bah, il faut qu'on compte tous pareil pour pouvoir comparer. On sait compter, il faut simplement s'y mettre. Et cinquième idée, c'est l'idée qu'on n'a pas d'informations sur l'eau, qu'on est à l'aveugle. Alors c'est vrai, on est à l'aveugle, mais en fait, c'est ça qui est beau sur l'eau, c'est qu'on a tout ce qu'il faut, on a toutes les données à notre portée pour savoir. On sait que les limites de l'eau bleue et de l'eau verte ont été franchies, mais ce qui est bien, c'est que l'eau est un défi réalisable. Peut-être moins cher et moins technique que le CO2 parce qu'on sait en fait réduire notre empreinte de 30 à 40% sans toucher à notre confort ni à notre niveau de production. Et ça, les COMEX
ils l'entendent très bien. Et donc, si on s'y met tous, si les grandes entreprises, si les agriculteurs, si les particuliers réduisent de 30%, en vrai, on a déjà commencé à sauver une bonne partie des ressources en eau dans le monde. Donc, il faut s'y mettre tous maintenant. On compte notre eau, on l'utilise bien au bon endroit, au bon moment. Et donc, pour finir, tu me pardonneras ça, Alain, je lève mon verre à vous tous pour un magnifique avenir de l'eau. Santé. Merci. Merci Esther. Merci beaucoup Esther pour ce remarquable exercice pédagogique, décalé, efficace. Effectivement, c'est une ressource d'abord qu'on compte de manière très différente d'un secteur à l'autre et parfois qu'on compte très mal. Merci beaucoup Esther.